Bonjour, nous nous retrouvons pour une 24e session sur le parallélisme, pour parler de cette question du parallélisme chez Spinoza à travers la question du corps. Le corps comme fil directeur dans l'éthique peut nous servir à montrer la signification du parallélisme tant du point de vue critique contre les thèses que le parallélisme va remplacer, que d'un point de vue positif, constructif de l'éthique. Bien, reprenons les conditions d'un concept adéquat de l'esprit. C'est une activité, l'esprit, une activité qui affirme ou qui nie lorsqu'elle aperçoit ou lorsqu'elle conçoit. C'est une idée qui exprime aussi un certain mode de l'étendue, c'est-à-dire le corps. Il y a deux conditions pour comprendre cette activité de l'esprit. Premièrement, y voir un mode et non plus une substance. Y voir une certaine manière d'exprimer Dieu en tant que pensée. Dieu est chose pensante pour Spinoza. Dieu, et non pas le sujet, non pas l'ego. De sorte que si l'homme pense, ce n'est pas à titre de substance ou de cause de soi. C'est en fonction d'une certaine puissance de pensée, ce qui déjà définit la liberté de l'esprit, différente du libre arbitre, qui s'effectuerait dans un jugement. La liberté de l'esprit se définit plutôt en termes de puissance de pensée qui serait d'autant plus pleine qu'elle enchaînerait les idées comme s'enchaînent dans la nature les causes et les effets selon l'ordre réel. Et c'est la première signification qu'on peut donner au parallélisme, une signification pratique. Que l'ordre et la connexion des idées soient les mêmes que l'ordre et la connexion des choses, cela implique que, et c'est ce qui exprime le degré de liberté d'un esprit, mieux on conçoit l'ordre et la connexion des idées, plus on exprime une puissance réelle de penser et d'agir. Deuxièmement, je disais qu'il y a deux conditions pour comprendre cette activité de l'esprit. Donc la deuxième, si vous voulez, c'est de considérer l'esprit comme l'idée d'un corps existant en acte. L'esprit est l'idée d'un corps existant en acte. L'idée de notre essence en tant que nous sommes dans l'étendue, ce qui revient à prendre en compte deux régimes de l'esprit. Le premier caractérise la passivité de l'esprit, les effets des autres corps sur lui. Et l'autre caractérise l'entendement lorsque l'esprit retrouve l'ordre de détermination réelle du corps et des corps qui agissent en lui. Et c'est ici que réside la possibilité de dominer l'expérience passionnelle du monde, l'expérience passive, l'ordre fortuit des rencontres. Et nous voyons déjà l'importance que peut avoir la physique comme étude des rapports entre les corps pour la connaissance adéquate des passions. Le parallélisme sous-tend les deux régimes de l'esprit, puisqu'à chaque régime correspond un certain rapport entre le corps et les corps extérieurs, et un certain mode de connaissance qui exprime ce rapport. Pour former un concept vrai de l'esprit, il a fallu renoncer, avec Spinoza, à l'union de l'âme et du corps. Renoncer à accorder une valeur au sentiment, tel que l'entendait Descartes, c'est-à-dire à l'expérience de l'union de l'âme et du corps, pour concevoir dans chacun des attributs, et par conséquent dans les modifications de ces attributs, c'est-à-dire les propriétés des esprits et des corps, une même puissance, la puissance infinie, substantielle. Spinoza a renoncé à toute idée d'interaction entre l'âme et le corps, en proposant le parallélisme. D'où les difficultés, nous sommes d'accord.
En effet, il semble que l'âme, idée du corps, renvoie à la forme aristotélicienne. Ça, c'est une difficulté. Il semble bien que l'âme, idée du corps, renvoie à la forme aristotélicienne. L'esprit est cette essence du mode qui donne son unité au corps ou qui en exprime l'unité de composition. La première formule est abandonnée après le court traité. Mais en même temps, il faut abandonner une conception mécaniste du corps et montrer que le corps a déjà en lui-même une intériorité, c'est-à-dire une unité qui le fait, qui fait prévaloir le fonctionnement du tout sur le fonctionnement des composants de ce tout. Il faudra admettre une sorte de finalité interne, si vous voulez, sur le mode de l'entéléchie aristotélicienne. Bon, pour que dans l'attribut pensé, cette unité de l'individu corporel puisse s'exprimer sous une forme d'unité spirituelle. Unité de l'activité pensante dont les composants exprimeront ceux du corps. L'âme est composée d'idées comme le corps est composé de corps simples. Il faudra donc retrouver dans l'âme les propriétés qui pour Descartes ne pouvaient appartenir qu'au corps. Ainsi, l'unité corporelle n'est plus pensée sur le mode subjectif de l'expérience du corps propre, mais sur le modèle d'une implication organique du fonctionnement des différentes parties. Quant à l'esprit, il faut concevoir sa production sur le modèle de l'automate spirituel, son fonctionnement étant la résultante totalisée des fonctionnements des différentes pensées qui sont autant d'affirmations, autant d'efforts pour affirmer quelque chose. Autant le corps comporte des parties connatives, autant l'esprit comporte de mécanismes. Le parallélisme signifie donc l'identité d'être et de puissance entre le mode pensant et le mode étendu qui constitue l'individu humain. Alors cela comporte un avantage et un inconvénient. L'avantage est de n'avoir plus besoin d'une troisième substance, une réalité occulte chargée d'établir la possibilité d'une action volontaire sur le corps et réciproquement la possibilité d'une passion de l'âme par suite d'une action du corps. La troisième substance, la glande pinéale, dont vous savez que je parle beaucoup par ailleurs, mais enfin dans d'autres vidéos et avec des accents qui pour le coup n'ont rien de spinoziste, cartésien mais anti-spinoziste, cette troisième substance, la glande pinéale, si vous voulez, pour Spinoza, elle est complètement irrationnelle. C'est au nom de la distinction cartésienne que Spinoza a refusé la possibilité de l'interaction. L'âme ne peut déterminer le corps à se mouvoir, ni les mouvements du corps ne peuvent forcer à penser, pour Spinoza. Donc il y a une autonomie de puissance et d'action dans chaque attribut. Mais si c'est la même substance qui s'exprime, il y a correspondance, jamais causalité. Correspondance d'un attribut à l'autre et jamais causalité entre deux attributs différents. Un mode de l'étendue et l'idée de ce mode sont une seule et même chose. Autrement dit, une affection et l'idée de cette affection sont une seule et même chose. Cela ne fait difficulté, si vous voulez, que si on réduit le corporel au pur mécanisme, donc à des lois de l'inertie qui sont comprises en un sens strict, comme chez Descartes, et si, d'autre part, on conçoit les idées comme de pures représentations, sans réalité ou propriété connative, sans les lier elles-mêmes à une activité de la pensée. Bien. Alors, je disais que cette théorie a des avantages, elle a aussi un inconvénient. Cette théorie a un inconvénient. Elle rend difficile l'explication d'une modification volontaire de la pensée. Par exemple, le désir de surmonter une passion triste.
de former une idée adéquate ou d'avoir une vie plus active. Comment le penser ça? Au début du traité de la réforme de l'entendement, vous vous souvenez qu'il était fait référence à une décision de Spinoza. Cette décision de se réformer est contredite par le système lui-même. Vous savez que cette formule fait problème. Je décidais. Comment penser ça d'un point de vue spinoziste? En effet, l'acte de décider suppose une autonomie de la volonté à l'égard de toutes les facultés de l'esprit. Une volonté par essence libre et non déterminée par une autre volition. Si la volonté est un mode de la pensée, une volition absolument première est impossible. S'il y a une influence de l'esprit sur le corps, ça ne peut être que par une connaissance du troisième genre, par l'identification à l'attribut entier, du point de vue de Dieu lui-même. Ou bien, pour le dire autrement, si une décision est efficace, ce n'est pas parce qu'elle produit par elle-même un effet sur le corps, mais c'est parce qu'elle exprime une puissance qui ne peut manquer de se déployer simultanément dans les mouvements du corps. On a changé de point de vue là. Ce qui explique d'ailleurs que lorsque ce n'est pas le cas, lorsque cette puissance ne s'exprime pas parallèlement dans l'étendue, une décision reste sans effet, ne fait qu'une mauvaise volonté ou ce qu'on appelle une velléité. Sous l'illusion d'une causalité de la volonté, Spinoza nous invite à considérer une simple simultanéité. Les effets d'une puissance s'exprimant dans les deux attributs auxquels nous participons. Deuxième difficulté. L'individu ne présente aucune différence de nature, mais plutôt seulement de degré avec les autres genres d'individus existant dans la nature. Toute chose est à quelques degrés animée, et pour tout mode, quel qu'il soit, quelle que soit sa simplicité, il existe une idée de ce mode. Ce mode, en un sens, a un esprit en tant qu'il présente une certaine unité. Et c'est là qu'on a pu rapprocher Spinoza d'Aristote. S'il y a un animisme spinoziste, c'est la conséquence d'un hyper-rationalisme, donc d'un refus de ce que Descartes avait réservé à l'expérience existentielle. Le parallélisme vaut pour tous les modes, pour tous les existants dans la mesure où ils présentent une certaine structure, une certaine unité de composition. En effet, la différence vient de la diversité des affections dont il peut être affecté, diversité à laquelle correspond une richesse de l'idée. D'où la remarque du Scoli de la proposition 13. Pour déterminer en quoi l'esprit humain diffère des autres esprits, des modes, il est nécessaire de connaître le corps humain. Le corps va donc fournir un modèle épistémologique pour la connaissance de l'esprit dans la mesure où la physique peut expliquer les rapports de composition, les rapports de compatibilité, etc., qui existent entre les corps. Le modèle dynamique, ce modèle dynamique sommaire de Spinoza permet de figurer la composition des idées et surtout, ce qui importe à une éthique, le rapport de composition des esprits entre eux. Par exemple, dans le Scoli de la proposition 43, Spinoza montre que grâce au parallélisme, nous pouvons comprendre que l'idée puisse être un mode complexe d'une activité de connaître. C'est à ce titre que la vérité s'éprouve. Le vrai est à lui-même sa propre marque. Le projet du traité de la réforme de l'entendement peut à présent se réaliser. Déployer la pensée
comme elle se déploie en Dieu, c'est-à-dire comme une pensée de production et de connaissance en même temps. Nous savons quand notre idée est productive ou ne l'est pas. Quand elle ne l'est pas, elle est arrêtée par une déficience des représentations qui exprime le premier mode de connaissance. Déficience qui exprime le premier mode de connaissance, c'est-à-dire la connaissance extrinsèque en laquelle la puissance de pensée n'est pas autonome. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui au sujet de cette question du parallélisme et du corps qui peut nous servir de fil directeur pour une lecture de l'éthique. Je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau partage sur l'éthique de Spinoza. À très bientôt.